en piste pour la deuxième moitié du marathon d'aujourd'hui. Donc ce matin c'était sécrétion, cet après-midi digestion et absorption, ça tombe bien, vous êtes en période postprandiale, la question est qu'est-ce qui se passe dans votre tube digestif pendant cette période-là qui vous permet de faire votre profit de ce que vous venez d'ingurgiter avec appétit. Donc les objectifs sont faciles à imaginer. Il s'agit de comprendre, en les connaissant, les mécanismes et les déterminants de la digestion et de l'absorption des hydrates de carbone, des lipides, des protéines et des vitamines. Alors, la digestion, c'est potentiellement quelque chose qui est assez compliqué à réaliser. On en avait parlé quand on s'est vu la première fois. La plupart de ce qu'on consomme, de ce qu'on ingère, n'est pas sous une forme qui est directement absorbable et ça doit subir pour la plupart des aliments une double transformation. La transformation mécanique sur laquelle on s'était étendu assez longuement il y a une semaine et la transformation chimique que j'avais citée mais sur lesquelles on n'avait pas donné de détails particuliers. Donc on va commencer à rentrer dans les détails, mais avant de rentrer dans les détails, il faut examiner un certain nombre de principes qui sont que potentiellement, la digestion est une histoire qui peut se dérouler en 2 chapitres. Et vous avez sous les yeux un certain nombre d'exemples d'une histoire qui va effectivement se dérouler en plusieurs chapitres. Par exemple, quand on considère des protéines, il va falloir transformer ces protéines en un certain nombre de molécules élémentaires, et on verra ce qu'on entend par molécules élémentaires, qui permettent de les absorber à travers la muqueuse intestinale, c'est-à-dire de leur faire traverser la membrane apicale, de leur faire traverser la membrane basolatérale de manière à ce qu'elles se retrouvent dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire dans le milieu extracellulaire, autrement dit le milieu intérieur, à partir duquel elles peuvent diffuser dans les capillaires et dans la circulation. Et l'organe qui va faire son profit, le premier des fragments de protéines qu'on aura digérés et absorbés de cette manière-là, évidemment, c'est le foie, parce que c'est le premier qui va les voir arriver. Des protéines qui ont l'air extrêmement simples, comme le saccharose, donc ce que les anglo-saxons, avec leur simplicité coutumière, appellent le sucrose, et que nous, on va appeler le sucre, tout simplement, est une molécule qui, en tant que telle, est inabsorbable. Ce n'est pas une grosse molécule, mais elle est inabsorbable. Et avant de l'absorber, il faut la digérer. Une molécule de sucrose, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose. Et il faut réaliser une hydrolyse de la liaison qui réunit l'une à l'autre, de manière à avoir une molécule de glucose qui peut traverser l'épithélium, une molécule de fructose qui peut aussi traverser l'épithélium, et de cette manière-là, les absorber. Des molécules qui sont complexes, comme les triglycérides par exemple, vont également devoir être digérées parce qu'on ne sait pas absorber un triglycéride. Et on verra que la digestion d'un triglycéride, ça consiste à réaliser 2 hydrolyses, celles qui unissent les acides gras à la molécule de glycérol, et pas n'importe où, puisque le glycérol est relié à ces molécules d'acide gras en 3 positions, une position 1, une position 2, une position 1'. Et ce qu'il faut hydrolyser, c'est les liaisons en position 1 et en position 1', mais pas en position 2, de manière à avoir une molécule qu'on puisse absorber.
Euh, Là, on raisonnait de manière transversale, c'est-à-dire comment est-ce que on va transformer à un étage donné ce qui est contenu dans la lumière en quelque chose qui soit absorbable et finalement comment est-ce qu'on va l'absorber. Il faut aussi tenir un raisonnement axial dans la mesure où il y a une hétérogénéité fonctionnelle le long de l'intestin et que les capacités d'absorption ne sont pas les mêmes à tous les segments de l'intestin que l'on considère. Alors on peut prendre quelques exemples. Par exemple, les hydrates de carbone, une fois qu'ils ont été digérés, la question est de savoir où est-ce qu'ils peuvent être absorbés. Et on s'aperçoit, quand on étudie ça, que l'épithélium qui a la plus grande capacité d'absorption des hydrates de carbone, c'est le duodénum. D'un autre côté, le duodénum, c'est aussi le segment le plus court. Donc quand je parle de capacité d'absorption, je parle de capacité d'absorption rapportée à l'unité de surface. Mais comme la surface du duodénum est bien inférieure à la surface du jéjunum et elle-même inférieure à la surface de l'iléon, la quantité finalement absorbée dans chacun de ces trois segments, ça va être le produit de la capacité d'absorption de chacun de ces segments, la capacité nominale ou unitaire ou surfacique d'absorption et de la surface de ce segment. Ce qui va aboutir finalement à ce que la quantité d'hydrates de carbone qui vont être absorbés dans le duodénum ne va pas être négligeable, mais ce n'est pas là qu'on va avoir l'absorption majoritaire des hydrates de carbone. Ça va être la même chose pour les lipides, ça va être la même chose pour les protéines. Certains ions ou petites molécules sont préférentiellement absorbés dans la première partie de l'intestin, en tout cas chez l'humain. C'est le cas du calcium, c'est le cas du fer, c'est le cas des folates, par exemple. Mais ce n'est pas le cas de toutes les molécules. Alors, il y en a une qu'on a citée ce matin, qui sont les acides biliaires. Alors, ce n'est pas une molécule, c'est une famille de molécules. Mais les acides biliaires, eux, ne sont pas absorbés dans la première partie de l'intestin grêle. Et c'est une bonne idée, parce que dans la première partie de l'intestin grêle, on a besoin des acides biliaires à l'intérieur de la lumière. C'est là que ces molécules sont nécessaires pour créer les structures dont on a parlé, c'est-à-dire les gouttelettes d'émulsion et puis les micelles, qui vont jouer un rôle important dans le processus de digestion puis d'absorption des lipides. Donc les acides biliaires, si on ne veut pas les laisser perdre de manière à pouvoir les recycler, et pas complètement se dépléter en cholestérol, eh bien, il est nécessaire de les réabsorber, mais on va les réabsorber là où on n'a plus besoin d'elles, c'est-à-dire lorsque la plupart des digestions et des absorptions sont terminées, donc dans l'iléon terminal. Et puis une vitamine particulière sur laquelle on va s'apesantir un tout petit peu vers la fin du cours, qui est la vitamine B12, encore connue sous le nom de cobalamine. Elle a un site d'absorption qui est extrêmement précis, parce que c'est une absorption qui est compliquée, qui nécessite l'expression d'un récepteur particulier. Ce récepteur n'est pas exprimé. Tout le long de l'intestin grêle, il est exprimé dans l'iléon terminal et nulle part ailleurs. Alors, ces généralités étant dites, on va commencer à détailler les mécanismes de digestion et d'absorption des trois grands groupes, les hydrates de carbone, les protéines, et puis on va garder les lipides pour la fin, parce que les lipides, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à digérer et à absorber, et donc on va se ménager ça pour un petit peu plus tard. Alors les hydrates de carbone, on en a une consommation qui est extrêmement variable d'individu à individu, en partie liée aux appétences qu'on a pour les substances sucrées, mais enfin les hydrates de carbone ne sont pas nécessairement tous sucrés. C'est-à-dire quand vous mangez du pain, ce n'est pas particulièrement sucré et pourtant c'est bourré d'hydrates de carbone, comme vous le savez. Et puis c'est aussi dépendant de l'accessibilité de ces aliments qui peuvent être variables d'individu à individu, de territoire à territoire. Donc c'est
en général plusieurs centaines de grammes par jour, mais avec une variabilité interindividuelle qui peut être extrêmement grande, comme vous le voyez là. Et en fait, les hydrates de carbone sont apportés essentiellement sous forme d'amidon, beaucoup plus que sous forme de ce qu'on appelle du sucre. Et ces molécules d'amidon peuvent être de deux natures, soit sous forme d'amylopectine, soit sous forme d'amylose. Alors qu'est-ce qui distingue les deux ? Ce qui distingue les deux, ce n'est pas de quoi elles sont composées. Toutes les molécules d'amidon sont des polymères de glucose. Et évidemment, sous forme de polymère de glucose, l'amidon n'est pas absorbable. Donc il faut le digérer. Mais ce qui distingue ces deux molécules, c'est la nature des liaisons qui existent entre les molécules d'amidon. Dans la molécule d'amylose, qui est finalement la partie minoritaire de l'amidon que l'on consomme, toutes les liaisons que l'on rencontre sont des liaisons alpha 1,4. C'est-à-dire que les molécules sont reliées l'une à l'autre de manière linéaire, et donc on a un polymère de glucose qui est linéaire, sans branchement. Au contraire, dans la molécule d'amylopectine, on a évidemment des liaisons alpha 1,4, mais on a aussi des liaisons alpha 1,6. Et ces liaisons alpha 1,6 créent des branchements, comme c'est représenté ici. C'est-à-dire que si il n'y avait pas de liaison alpha 1,6 ici, mais une liaison alpha 1,4, cette molécule de glucose serait reliée à la molécule précédente via ce carbone, et non pas via ce carbone-là. Et ces liaisons alpha 1,6 posent une difficulté particulière qu'on va examiner immédiatement, c'est qu'elles ne sont pas accessibles à la digestion par la principale protéine glycolytique sécrétée par le pancréas, c'est-à-dire par l'amylase. Donc il va falloir trouver un autre moyen de digérer les endroits où il y a des liaisons alpha 1,6 que de se reposer sur l'amylase. On ingère aussi des hydrates de carbone sous forme de cellulose, non pas tellement qu'on mâche beaucoup de papier, mais enfin on consomme des végétaux, et dans les végétaux il y a de la cellulose, et comme on n'est pas des ruminants, eh ben, on ne sait pas faire notre profit en termes de digestion et d'absorption de la cellulose, tout simplement parce que les molécules de glucose dans la cellulose sont reliées les unes aux autres par des liaisons bêta, et que pour digérer des liaisons bêta, il faudra avoir de la bêta-amylase, et que nous, on n'a que de l'alpha-amylase. Donc la cellulose, ça fait partie de cette espèce de grand fourre-tout qu'on appelle les fibres, et on n'est pas capable de les digérer. On trouve aussi des disaccharides, on en a déjà parlé, le saccharose, le sucre du commerce, et puis le lactose, le sucre du lait, en particulier du lait maternel. Et aussi, on trouve des monosaccharides sous forme de glucose et sous forme de fructose. Et puis, il y a des sucres qu'on trouve en général relativement peu dans l'alimentation, mais quand même, comme le sorbitol, par exemple, qui sont des sucres qu'on n'est absolument pas capable d'absorber. Ils n'ont pas besoin d'être digérés, c'est un hydrate de carbone sous forme de monomère, mais on ne sait pas absorber le sorbitol. Et en fait, on s'aperçoit assez vite qu'il y a 3 hydrates de carbone individuels qu'on est capable d'absorber, c'est le glucose, le fructose et le galactose. Alors, comment est-ce qu'on procède ? La première étape est une étape qui a lieu dans la lumière du tube digestif. C'est l'action de l'alpha-amylase sur les molécules d'amidon. Alors l'alpha-amylase, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, puisque l'alpha-amylase, on en a dans la salive. Elle est connue sous le nom de ptyaline, mais c'est la même que celle qu'on trouve dans les sécrétions pancréatiques. Et l'alpha-amylase, elle a une cible, et cette cible, elle est unique, sont les liaisons alpha 1,4. Donc vis-à-vis d'une molécule d'amidon, eh ben, l'amylase va transformer ça en des oligomères de glucose, par exemple
un dimère de glucose qu'on appelle du maltose, un trimère de glucose qu'on appelle un maltotriose, et puis des dextrines, qui sont des oligomères de glucose dans lesquels on trouve des liaisons alpha-1,6, donc des branchements dans cette molécule, et ces liaisons alpha-1,6 sont totalement inaccessibles à la molécule d'alpha-amylase. Donc ça, c'est la première étape de la digestion de l'amidon, c'est la production de maltose, de maltotriose et de ces dextrines qui contiennent les liaisons alpha-1,6. Aucune de ces molécules-là n'est absorbable par la muqueuse intestinale. On ne sait pas les absorber. Donc il va falloir poursuivre la digestion. Et la deuxième étape de la digestion, c'est plus une étape luminale, c'est une étape membranaire. Et les entérocytes expriment dans leur membrane apicale un certain nombre